j'avais envie sur le nucléaire, je vous l'avais dit, d'entendre deux voix différentes pour aborder ce sujet. Et donc Christine a accepté cette invitation. Donc merci beaucoup Christine. Merci à toi pour ton invitation. Merci. Ah bah super, on se tutoie alors. Oui, allez, hop, c'est fait. Parfait. Ensemble, Christine, on va plus particulièrement s'intéresser à la question du risque. C'est la partie 2 du livre Le nucléaire, c'est fini, qui s'intéresse plus particulièrement à ce sujet. Et j'ai vraiment envie, je pense que c'est un thème sur lequel on a besoin de pédagogie, de comprendre ce qu'il y a derrière, quelles sont les spécificités du risque nucléaire. Et donc, tu étais l'interlocutrice idéale pour cela. Donc, je te présente en 2 mots. Tu es socio-anthropologue. Tu enseignes à l'université de Paris-Sorbonne, c'est Paris 1. Tu es spécialiste du risque. Et pendant 8 ans, de 2012 à 2020, tu as coordonné un programme de recherche qui s'appelle Shinrai ou Shinzai? Shinrai, oui. Shinrai, c'est bien ça. Pour étudier les conséquences de l'accident nucléaire de Fukushima, les conséquences sur le volet social, éthique, politique. On aura le temps d'y revenir. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je te pose une question toute bête. Ça veut dire quoi socio-anthropologue? Parce qu'on connaît les sociologues, les anthropologues, et qu'est-ce que c'est socio-anthropologue? Alors justement, c'est une branche de la sociologie qui se matine d'anthropologie, c'est-à-dire qui s'intéresse aussi aux aspects, je dirais, culturels, et qui, disons, à l'inverse d'une sociologie qui serait plutôt organisationnelle, qui s'intéresserait uniquement aux institutions modernes, et a peut-être une approche plus large, parfois peut-être un peu plus philosophique sur les choses. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, donc, je le disais, tu es spécialiste du risque en général, si j'ai bien compris, avant de te pencher sur le risque nucléaire en particulier. Pourquoi c'est ce champ d'investigation, de recherche qui t'a attiré? Ça fait sans doute appel à des choses très profondes. J'imagine que l'amour de la vie, peut-être avec peur du risque, ça va peut-être ensemble. En tout cas, envie de comprendre les risques, de pas les accepter de façon aveugle, et sinon de façon plus, je dirais plus concrète. Pendant pas mal d'années, j'ai travaillé sur des projets de recherche et développement européens. À l'époque, je travaillais plutôt dans l'aéronautique, donc je regardais plutôt les accidents d'avion. Je m'intéressais à la sécurité aérienne, est-ce qu'on peut la mesurer, etc. Et puis j'ai eu envie d'approfondir ces choses-là et je suis revenue un peu tardivement à mes études. Et là, j'ai fait une thèse avec Alain Gras et Sophie Poirot-Delpech qui m'ont beaucoup apporté sur ces aspects-là. Et donc à Paris 1, j'ai fait une thèse sur la transparence dans les organisations à risque. Et puis ensuite, je suis rentrée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dont je suis sortie. Voilà, dont je ne suis plus. Voilà. Ok, très bien. Alors, commençons par peut-être une petite séquence de définition. La Parisienne libérée, dans son livre, insiste sur 2 approches différentes, celle du risque et celle du danger. Est-ce que tu pourrais, toi, définir ces 2 mots et comment as-tu perçu cette distinction qu'elle pose dans le livre? Alors, j'ai trouvé cette distinction très intéressante parce qu'au lieu de prendre pour évident et naturel qu'on va parler des risques, moi, en fait, quand je dis que je m'occupe des risques, je m'occupe surtout des dangers parce que le risque, en général, alors après, il y a plein de définitions, mais une définition qu'on peut accepter, c'est que le risque, c'est ce qui est quantifiable, probabilisable, et du coup, il y a un petit glissement vers donc ce qui est maîtrisable. Donc, c'est une vision qu'on dirait moderne, avec un grand M, des risques, du danger. Alors que si on s'intéresse au danger, on va s'intéresser plutôt à ce qui va échapper finalement à la maîtrise humaine. Et à l'heure actuelle, il faut bien on peut se rendre compte que on a beaucoup plus à faire face. Je pense que c'est le sociologue Francis Chateau-Renaud qui dit cela, on a beaucoup plus besoin de faire face à des menaces, à des vulnérabilités non quantifiables qu'à des risques proprement dits, c'est-à-dire les risques, j'aurais bien circonscrits, bien connus. En fait, on n'a qu'à voir, par exemple, avec ce qui se passe en ce moment avec la Covid-19, est-ce que vraiment c'est un risque ou c'est un danger? Je pense qu'on voit bien que tous les aspects modélisation, etc., finalement, ne suffisent pas pour faire face à ce qu'on vit en ce moment. D'accord. Alors peut-être que je caricature, mais pour résumer, en fait, un danger devient risque une fois qu'on a réussi à le passer à la moulinette
d'une matrice de calcul, d'ingénierie qui en fait une. Voilà, exactement. En fait, là, on serait plutôt dans la gestion des risques. Et moi, en tant que socio-anthropologue, je m'intéresse pas à la gestion des risques, ou je m'y intéresse, mais avec beaucoup de recul, et je me pose plutôt la question du danger dans un sens plus large. C'est-à-dire que je ne prends pas pour acquis et pour garantie qu'on peut calculer, probabiliser, gérer ce à quoi nous avons à faire face à l'heure actuelle. Je regarde ce qu'essaient de faire les experts qui le font, mais je discute aussi avec eux pour voir comment ils le font. Et du coup, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui ne sont pas si claires que ça et si à prendre pour argent comptant. Et je trouve que c'est aussi intéressant que dans ce petit temps d'introduction, tu utilises le pronom on, parce que finalement, c'est aussi un sujet qu'on peut questionner, j'ai l'impression, en matière de risque. Qui calcule le risque ou qui vit le risque, et en fonction de qui est derrière ce on, sa perception n'est, j'imagine, pas du tout la même. Bien sûr. Alors, en fait, quand je dis on, je parle des ingénieurs. C'est avant tout une approche d'ingénierie. Donc, les ingénieurs, dans le risque nucléaire, comme pour d'autres risques, ont probabilisé. Alors, on découpe un système en petits morceaux. On regarde à chaque moment ce qui pourrait se passer. On probabilise en faisant évidemment parfois des paris et sur des bases qui sont parfois un peu faibles. Et puis à la fin, on concatène tout ça et puis on arrive à un chiffre. Et donc effectivement, la Parisienne libérée dit avec pas mal de recul et d'humour, voilà, est-ce que vraiment, on est parvenu à un chiffre pour l'accident nucléaire, et puis quand on regarde ce qui se passe vraiment, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le chiffre qui avait été donné initialement, je pense que c'est dans la thèse de Cyril Foisseau, quand il parle il dit un accident tous les 170 ans pour 100 réacteurs, 100 réacteurs tous identiques. Et on voit bien avec les catastrophes qui se sont produites que on est bien au-delà de ce qui avait été prévu. Exactement, ouais. Il y a une notion qui apparaît pas dans le livre, et je me rappelle m'être posé la question pendant la lecture partagée, c'est le fameux principe de précaution. Où est-ce qu'on le met? Est-ce que toi, il fait partie des sujets ou pas quand tu travailles sur les questions de risque? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on en parlait beaucoup, on en entend beaucoup moins parler maintenant. Alors finalement, ces derniers temps, si on en entend parler, c'est plutôt pour la critique du principe de précaution. Moi, je trouve que ces dernières années, on a beaucoup entendu, notamment par exemple, je pense le rapport Attali. Alors, on lui reproche beaucoup de choses à ce principe de précaution. Alors déjà, pour le définir et pour l'appréhender un petit peu, le principe de précaution, il se décline dans une variété de définitions. Il y a la loi Barnier sur la protection de l'environnement en 95. Il est entré dans la Constitution française en 2005 et il stipule que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, alors les autorités publiques veillent par application du principe de précaution à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Donc on considère légitime à un moment donné de s'arrêter quand on ne sait pas, et plutôt que de continuer la tête en avant, de se dire bon, là on ne sait pas, on a des incertitudes, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on documente le risque, on essaie de le mieux le comprendre, etc. Et beaucoup de personnes à l'heure actuelle donc critiquent ce principe de précaution au motif qu'il serait un empêcheur d'avancée, même certains diraient un empêcheur de progrès. Je suis pas d'accord avec cette vision des choses, je dois le dire. On dit aussi qu'il révélerait une aversion pour le risque, et puis aussi qu'il donnerait satisfaction à l'irrationalité, etc. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je trouve que le principe de précaution n'est pas si souvent que ça appliqué dans les risques sanitaires et environnementaux, loin de là. Et donc, je serais plutôt d'accord avec la formule de Corinne Lepage que je donne toujours à mes étudiantes, je la trouve assez amusante. Elle parle de l'absurde haine de la droite réactionnaire envers le principe de précaution. Voilà, je pense que là tout est dit. C'est quand même souvent, soyons clairs, ce sont quand même souvent, par exemple, les industriels qui vont dire comment ça, mais le glyphosate c'est très bien, si on a peur de tout, voilà, continuons.
Hein. Voilà, on se rappelle aussi. Enfin voilà, donc quand on a un doute, je pense que c'est quand même, ça me paraît quand même assez sain d'arrêter de se poser des questions. Voilà. Ouais. Et ça fait le lien avec tout à l'heure, tu as utilisé le terme de modernité, et j'ai l'impression qu'on est aussi dans une culture sans doute occidentale qui valorise la prise de risque. Et donc, je pense que autant à l'échelle individuelle finalement que collective, on dit voilà, les gens qui réussissent, les gens performants, c'est ceux qui chaque matin osent prendre des risques, etc. Et donc, on associe vraiment, j'ai l'impression, ce triptyque modernité, progrès, risque, autant à l'échelle individuelle que collective. Et c'est un véritable sujet aussi à débattre en termes de modèle de société, je pense. Oui, effectivement. Alors en plus, oui, c'est vrai qu'il y a toute une partie de la psychologie, de la sociologie qui s'intéresse, alors qui pense qu'il y a des personnalités risk averse et des personnalités risk prone, évidemment, et tout ça. Mais moi, je pense que ces attitudes individuelles n'ont pas vraiment d'intérêt pour appréhender les risques qui sont environnementaux, sanitaires à l'heure actuelle. Je veux dire, voilà, je pense que ça n'a rien à voir à titre individuel d'aimer aller faire du saut à l'élastique. Et par contre, voilà. Et puis on peut par ailleurs souhaiter que, par exemple, on peut souhaiter que, je sais pas, que le problème de l'amiante ait été géré bien autrement, ce qui aurait évité des morts, que le problème du glyphosate soit traité autrement, ce qui éviterait sans doute des problèmes et des morts à venir, etc. Donc pour moi, voilà, je pense que ce courant est amusant, intéressant pour des conduites individuelles, mais franchement, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt pour des risques collectifs et pour la gestion politique du risque, du coup. Oui. Alors, allons-y dans cette question du risque. La Parisienne libérée nous explique comment a été conçue la matrice du risque dans le cadre de l'industrie nucléaire. Elle parle de Farmer, qui a posé une matrice, je l'avais mis dans mes notes de lecture, où on voit en gros risque acceptable, risque faible, risque non acceptable. Et donc, quand on préparait notre échange, tu m'as dit, mais ce n'est pas l'unique modèle pour penser le risque industriel et le risque nucléaire en particulier. Et ça m'a fait me poser la question, comment on calcule le risque et le choix du mode de calcul, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Oui, alors là justement, ce que critique la Parisienne libérée, c'est ce choix d'ingénieur, donc de probabiliser le risque. Et ça, c'est une démarche d'ingénieur, et voilà. Et c'est comme ça qu'on gère le risque dans les systèmes industriels, pas simplement le nucléaire. C'est vraiment le paradigme de la gestion du risque. Après, il y a des politologues, des sociologues, des anthropologues qui ont réfléchi au risque de façon tout à fait différente. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors évidemment, ça vient un peu en contrepoint, voire en contradiction avec ces approches. Alors je pense à plusieurs choses, on en a un petit peu discuté. Je pense notamment aux travaux. Moi, j'ai trouvé très intéressant, quand j'ai travaillé sur le risque aéronautique, j'ai trouvé très intéressant de lire Charles Perrow. Alors pas Perrault, celui qui fait les comptes pour les enfants. Perrow, ça s'écrit O-W à la fin, c'est un Américain, qui a parlé de la théorie, qui a fondé la théorie de l'accident normal. Ce que je trouve intéressant dans sa vision des choses, c'est que il a modélisé la complexité et le couplage des systèmes qui nous entourent. Je rentre pas dans les détails, mais je donne juste le principe général. Donc il a modélisé les systèmes et il a dit voilà, si un système est à la fois étroitement couplé et très complexe, donc si on est sur une matrice comme ça, le système, s'il est là, eh bien, l'accident est normal. Normal au sens de inéluctable. Il veut dire par là que, quel que soit ce qu'on mettra comme organisation, et par exemple comme système de régulation, avec une bonne autorité de régulation, comme organisation à l'intérieur du système, c'est-à-dire des opérateurs très bien formés, avec une très bonne culture de sécurité, etc. Pour lui, pour Perrault, il considère que ce ne sera pas suffisant et que du coup l'accident risque d'être, pour lui, est inéluctable. Et du coup, il pose aussi la question du potentiel catastrophique. Il dit si en plus il y a un potentiel catastrophique, c'est-à-dire que si l'accident arrive, ça ne concerne pas simplement 3-4 personnes, mais ça a des conséquences environnementales, sanitaires énormes, voire dramatiques, à ce compte-là, dit-il, et c'est là qu'on oublie toujours, il ne dit pas on supprime cette industrie ou on supprime ce système, il dit on pose démocratiquement la question.
Voilà, on dit voilà, quand même là on a un potentiel d'accident très important. On pose démocratiquement la question et on voit si on veut ou pas courir le risque. Évidemment, la chute, vous l'avez vu venir, qui se trouve tout en haut du schéma, en haut à droite, eh bien, notamment les centrales nucléaires. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc après, Charles Perrault, je pourrais être tout à fait juste et pas objective, mais en tout cas honnête intellectuellement, je dois dire que Charles Perrault, il y a eu beaucoup de courants qui l'ont critiqué, qui ont dit non, tu as tort, vous avez tort, notamment le courant dit des organisations hautement fiables considère qu'avec tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut juguler ce risque. Voilà. À titre personnel, je trouve que quand même il y a une certaine force dans ce qu'a démontré, dans ce qu'a proposé Charles Perrault. Ouais. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que finalement Perrault, donc, il pose une autre matrice du risque et il dit, ben voilà, si on est situé en haut à droite, c'est que il faut poser un débat démocratique. Et ça fait écho, je trouve, aux propos du président lorsqu'il était au Creusot le 8 décembre, où il disait, donc, il a commandé un certain nombre d'études sur la faisabilité de 6 EPR, voilà. Oui, 3 paires de paires en France. Et il a dit, nous déciderons nous prendrons cette décision, nous, donc on pense au peuple, à la démocratie. Et finalement, dans le livre aussi, La Parisienne libérée, c'est un sujet qu'elle pose et dit la nature de l'État nucléaire n'a pas été précisément ou suffisamment caractérisée, suffisamment définie. Et la place de la démocratie, donc, de voix parfois contradictoires sur ce sujet-là, dans le cadre de ton travail d'enquête, de recherche, est-ce que c'est une question récurrente ou c'est une focale qui serait uniquement celle des anti-nucléaires, avec des guillemets? Alors, c'est évidemment une focale proposée par les antinucléaires, mais pas seulement. Je pense que c'est une vraie question qui est posée par la Parisienne libérée, et qui a déjà été posée, hein, d'ailleurs, notamment, qu'est-ce qu'on fait bon, par exemple, ça a été très bien posé par Cécile Topsou, quand elle a écrit dans La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée. Elle a montré comment, en fait, contrairement à donc comment déjà, ça c'est assez connu, comment le nucléaire a été mis en place par une poignée de personnes politiques, techniques, etc., notamment De Gaulle, puis ensuite Mesmer, le fameux plan Mesmer. On aurait dû avoir 200 réacteurs, hein, je pense que c'est ce qu'il avait prévu initialement. Donc, finalement, ça s'est pas fait. 58, c'est déjà bien. Ça nous permet déjà de produire quand même assez d'électricité, je pense, et même d'en vendre. Donc, effectivement, tout ça s'est mis en place sans qu'à un moment donné, on fasse référendum ou même qu'on pose clairement le problème des choix énergétiques. Ça, c'est très clair. Puis on voit que la question est de nouveau récurrente maintenant à l'heure où on se pose la question de baisser ou de ne pas baisser la part du nucléaire dans le bouquet énergétique. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce qu'a dit la Parisienne libérée, c'est que donc elle pose cette question de l'État nucléaire, elle pose cette question de la démocratie, et elle dit aussi voilà, on n'a pas besoin d'être un expert pour se positionner sur le nucléaire. Je trouve que c'est une position originale et assez intéressante, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, pour se positionner sur le nucléaire, il faut commencer, donc le coût d'entrée est très élevé, hein, et il faut commencer par devenir finalement une sorte d'ingénieur du nucléaire. Et voilà, c'est à peu près impossible pour n'importe qui. Voilà, moi j'ai passé presque 10 ans dans une institution nucléaire, j'en sais un peu plus que l'homme moyen, mais bon, voilà, je suis pas ingénieur nucléaire. Et ça m'empêche pas, je pense que ça ne m'empêche pas en tant que citoyenne de pouvoir me positionner. Et je pense que ça, c'est important. Par contre, là où je modulerai par rapport, ou je nuancerai par rapport à ce que dit la Parisienne libérée, j'ajouterais que par contre, c'est très important qu'il y ait aussi des contre-experts du nucléaire, et il n'y en a pas assez en France. Hein. Ça a été notamment quand Barbara Pompili et Paul Christophe ont fait leur rapport là, qui a fait pas mal de bruit. Ça a été souligné par, je pense que c'est Bernard Laponche, qui a fait remarquer qu'en fait, en France, les contre-experts, quand je dis les contre-experts, je parle des experts qui peuvent vraiment porter un avis scientifique, fondé, etc.,
sur des sujets nucléaires pointus, en dehors de la sphère nucléaire, c'est-à-dire en dehors de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'exploitant nucléaire EDF, de l'autorité de sûreté nucléaire, en dehors de ce monde-là. Donc un monde universitaire, un monde d'experts indépendants. En fait, il se compte un peu sur les doigts d'une main. Et ça, c'est notamment une spécificité française. Oui, en fait, visiblement, alors je connais pas très bien le contexte, mais en tout cas, de ce que je retiens d'avoir discuté, parce que j'ai interviewé ces contre-experts, j'ai interviewé ces contre-experts, par exemple Michael Schneider, Bernard Laponche, David Boilek. Bon, si je pourrais assez vite donner leur nom, il y en a peut-être une dizaine, j'en oublierai peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas par exemple, de grosses équipes, de très grosses équipes universitaires. Je vois une exception avec peut-être Thierry de Montalembert, qui travaille justement sur ces sujets-là, sur des choses très pointues à propos de la résistance des matériaux. Mais donc il y en a pas beaucoup. Et donc ce que soulignait Bernard Laponche, c'est le manque de tout simplement de financement de ces contre-experts. Alors que, pour revenir à ta question, excuse-moi, j'ai fait une longue digression, en Angleterre, aux États-Unis, on va trouver dans les universités de grosses équipes, et du coup je pense que ça donne un pluralisme de points de vue. On sort un petit peu de l'espace, à ce que nous on appelle dans notre jargon des espaces confinés, c'est-à-dire des espaces confinés où se discutent des choses avec des gens qui sont pleins de bonne volonté et qui sont pas des idiots, certes, c'est pas ça le problème, mais en tout cas voilà, c'est discuté entre une dizaine de personnes qui sont à peu près souvent un peu d'accord entre elles. Puis en plus, dans les quelques noms que tu as donnés, il n'y avait que des hommes en plus. Ah oui, c'est vrai. Alors attends, je cherche des contre. Eh ben oui, c'est amusant. Alors dans les domaines, je dirais la contre-expertise du nucléaire, dans le domaine plus sur la radioprotection, la radiobiologie, là on a plus de femmes. Dans le domaine. Alors si, excuse-moi, j'oublie quand même des femmes très importantes. Je suis idiote, mais ce sont des femmes qui ont déjà un certain âge. Par exemple Monique Senet, qui a été une grande figure de la contre-expertise, et puis une personne qui est décédée, qui a été une personne vraiment absolument formidable, sur laquelle j'espère travailler un jour, c'est Béla Belbéoc. Avec son mari Roger Belbéoc, ils ont vraiment, ils étaient des personnes qui ont travaillé, je pense au CEA de mémoire, et puis, et qui en même temps ont apporté une contre-expertise très solide. Et parfois, Monique Senet est célèbre pour avoir tenu tête à Pierre Pellegrin après le nuage de Tchernobyl. C'est cette personne. Si vous allez sur les archives de l'INA, c'est absolument formidable. Voilà, il faut retrouver la séquence. Elle tient tête avec beaucoup de force et de talent. Ouais. Sur cette question de compétences. Sur cette question de démocratique, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par le Japon. On en reparlera un peu plus tard aussi, mais est-ce que justement dans ce travail de recherche que tu as mené, coordonné pendant 8 ans, est-ce que la survenue de cet accident plus qu'improbable, si à partir des probabilités définies par les ingénieurs, est-ce que ça a vraiment fait bouger les lignes d'un point de vue démocratique auprès des politiques, auprès du cercle des experts, des habitants, en fonction aussi de leur proximité peut-être avec le site? Qu'est-ce que tu as pu repérer là-dessus? Alors c'est une question très très vaste. Alors ce que je peux dire d'abord, je pense que c'est une chose que je rapporte souvent parce que c'est un peu oublié, c'est que le Premier ministre au moment de l'accident, c'était Naoto Kan, c'était lui qui était aux manettes, qui était le Premier ministre au sens donc l'exécutif, puisqu'il n'y a pas de président chez eux. Donc le Premier ministre au moment de l'accident, il a vraiment vécu quelque chose de terrible. Et ça a été restitué par un film qui reconstitue finalement qu'est-ce que c'est d'avoir à gérer quand vous êtes à la tête d'un État un accident nucléaire. Et donc je vais faire un raccourci très rapide. Il est devenu antinucléaire. Voilà. Maintenant, c'est un militant antinucléaire. Je l'ai rencontré dans une manifestation suite à justement à la projection de ce film. Il fait le tour du monde et en fait, notamment, il dit moi j'étais pro-nucléaire puisque j'étais à la tête d'un État qui avait choisi le nucléaire et voilà. Mais quand j'ai vu ce que c'était qu'un accident nucléaire,
bah voilà, je me suis dit non, c'est pas possible, cette technologie, c'est pas possible. Et là, j'aurais revenir sur un truc important, je pense, pour l'appréhension du risque. Voilà, c'est la notion de contrefactuel. On oublie toujours que, je pense que l'accident de Fukushima est finalement un accident qui pour lequel on a eu de la chance, et notamment, on a eu la chance d'une météo favorable, et aussi que les piscines d'entreposage ne se soient pas, qu'il n'y ait pas eu de dénoyage des piscines. S'il y avait eu l'un ou l'autre, c'est-à-dire une météo moins favorable ou dénoyage des piscines, l'accident qui est déjà, je pense, dramatique et qui a déjà des conséquences dramatiques aurait eu des conséquences, un peu apocalyptiques. Hein. Évacuer Tokyo, donc vous imaginez ce que ça peut donner, je pense. Enfin, on n'imagine pas justement. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc appréhension du risque, je crois qu'il je pense que c'est pas inutile d'utiliser parfois cette vision plus large du risque que de cette vision probabiliste, et de se poser aussi la question et si. Et c'est pas un et si artificiel où on invente des trucs et si les aliens débarquent, et si non. Si, avec des choses, je dirais, assez tangibles et assez concrètes. Simplement des conditions, des paramètres qui changent à un moment donné et qui transforment quelque chose de dramatique en quelque chose d'apocalyptique. Et est-ce que justement, le mot impossible, est-ce que c'est un mot qui fait vraiment partie de l'industrie nucléaire? Parce que dans le livre, La Parisienne libérée explique le principe d'exclusion de rupture, c'est-à-dire que par exemple dans une centrale nucléaire, certains éléments de la centrale sont considérés comme étant en exclusion de rupture, donc on considère qu'il ne peut rien leur arriver, en gros. Et donc on dit c'est impossible que cette chose se brise, se casse, et donc si c'est impossible, eh ben on réfléchit pas à ce qui se passe si quelque chose survenait. Est-ce que c'est impossible, enfin moi ça m'a vraiment paru bizarre. Est-ce que c'est quelque chose qui existait dans l'industrie aéronautique que tu étudiais avant? Est-ce que, enfin moi c'est quelque chose vraiment qui me questionne. Alors là, j'avoue que tu me poses une colle. Moi, cette notion de risque complètement éliminée d'une certaine façon, mais structurellement éliminée, l'exclusion de rupture. Déjà, première chose, c'est quelque chose qui suscitait des débats nourris et très vifs au sein de la sphère nucléaire. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette idée d'exclusion de rupture. Et l'exclusion de rupture, c'est vraiment un concept assez particulier, effectivement, parce que du coup, ce qui est un peu... Voilà, du coup, on exclut complètement, et donc du coup, l'industriel n'a plus à expliquer ce qui se passe si ça se passe, puisque ça ne se passera pas. Mais du coup, pour que ça ne se passe pas, bah, du coup, on lui demande évidemment des efforts énormes. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est un vrai sujet d'ingénierie complètement passionnant. Voilà. Et je l'ai pas étudié. Je veux juste faire une petite. Moi, c'est rare qu'on se marre en écoutant des choses sur le nucléaire. Moi, j'ai beaucoup ri lorsque Guillaume Erner, la personne qui fait les matins de France Culture, oui, a fait un petit billet qui s'appelle 10 tuyaux de l'EPR, où il se moque justement de l'exclusion de rupture. Je conseille à tous les gens pro-anti-agnostiques sur le nucléaire d'écouter ce petit billet, parce que je pense qu'il a vraiment saisi quelque chose d'essentiel. Ah, bah, j'ai écouté 10 tuyaux du nucléaire, c'est ça? Alors, c'est ça, c'est 10 tuyaux de l'EPR. Et donc, c'est un petit billet de l'EPR, c'est ça, un 10 tuyaux de l'EPR. En fait, parce que justement, l'EPR, c'est certains tuyaux de l'EPR, pour parler de façon un peu triviale, sont en exclusion de rupture. Voilà. Et ce billet est vraiment absolument délicieux. Voilà. Ah, j'irai l'écouter. Et en fait, il est très profond. Il n'est pas simplement drôle, il est très profond. Voilà. Je le conseille. Ah, bah, j'irai écouter, parce qu'en plus, Guillaume Erner, ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien sa voix en plus. Oui, moi aussi, je l'écoute tous les matins. On a parlé de calcul de risque, de choses impossibles, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des accidents, alors que ce soit le petit accident ou le petit incident plutôt, ou l'accident grave, finalement, c'est toujours l'impossible qui survient. Et ça aussi, elle le souligne, la Parisienne libérée, que ce soit l'inondation de la centrale du Blayais il y a quelques années, Fukushima, Tchernobyl, enfin à chaque fois c'est ça, c'est l'impossible qui survient, et j'ai l'impression que chaque incident ou accident nucléaire, c'est ça, on est dans l'impossible, et ça n'a toujours pas amené à globalement remettre en cause cette notion d'impossible, quoi. On arrive à encore utiliser ce terme, c'est assez fou.
Oui. Alors, ce que je trouve assez incroyable, par contre, c'est que pendant très longtemps, on a dit que le risque d'accident majeur était tellement faible que du coup, il était quasiment impossible. Et je pense qu'en fait, l'industrie nucléaire s'est un peu développée, installée, avec cette espèce de promesse implicite. Ok, ça a l'air dangereux, mais a priori, il n'y aura pas d'accident. Bon, on voit qu'il y a des accidents, on voit notamment l'accident de Fukushima, et là, il y a eu un virement assez fort, et qui n'a pas été si discuté que ça, c'est que brutalement, on a dit, oui, l'accident est possible, hein, c'est par exemple, notamment, je pense que c'est Lacoste, André-Claude Lacoste, qui était en poste à l'autorité de sûreté nucléaire au moment de l'accident, ou Franck Chevet, son successeur, qui ont dit oui, bah en fait, si, là maintenant on va décider quand même, enfin pas décider, mais on va reconnaître que l'accident est possible, l'accident nucléaire, mais on va s'y préparer. Bon, et comme on va s'y préparer comme il faut, eh ben ça se passera pas si mal. Moi, je trouve que quand même le glissement est fort parce que on va s'y préparer. Bon, il faudrait se poser la question de c'est quoi une préparation pour un accident nucléaire. J'avoue que les citoyens peuvent se poser beaucoup de questions. Et en étant allé une dizaine de fois à Fukushima, en ayant vu ce que c'est que ce qu'un accident nucléaire, enfin les conséquences d'un accident nucléaire, et surtout en ayant discuté avec des habitants qui ont vécu cet accident, mais aussi avec des responsables locaux et des responsables politiques qui ont vécu cet accident. Bon, ils s'étaient absolument pas préparés, mais même si c'était préparé, je pense pas qu'on pourrait dire que bah voilà, si on se prépare bien, ça se passe bien. Enfin, je pense qu'on peut quand même avoir des questionnements très importants, voilà. Et beaucoup d'associatifs à l'heure actuelle en ont, hein, notamment proposent qu'on étende le périmètre de distribution des pastilles d'iode. C'est notamment une proposition de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, l'ACRO, hein, qui a proposé à plusieurs reprises, sans être toujours entendu sur ce sujet d'ailleurs, qu'on étende le périmètre de distribution des pastilles d'iode, puisque comme beaucoup de gens le savent, les pastilles d'iode, en cas d'accident nucléaire, saturent la glande thyroïde, ce qui empêche les radionucléides de se fixer sur la thyroïde et de provoquer des cancers. Voilà. Je voudrais qu'on dise un mot, le temps passe super vite, de la question d'acceptabilité du risque, parce que finalement, en fait, tous ces calculs de risque, de la matrice de Farmer il y a quelques dizaines d'années maintenant, l'objectif c'était de pouvoir rassurer et de pouvoir installer les centrales qui ne soient pas justement dans des endroits forcément complètement vides de population. On peut avoir des populations plus ou moins denses près de ces centrales. La question de l'accessibilité non pas de l'acceptabilité pardon en matière nucléaire, pour toi c'est une question qui est politique ou une question qui est sociologique et sociale? Alors, bah, voilà, moi je pense que je n'utilise pas le concept. Alors, je n'utilise pas le concept d'acceptabilité sociale. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que c'est un concept qui mélange deux choses. Il mélange l'étude du consentement qu'ont les gens vis-à-vis d'un risque, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais aussi la modification de ce consentement. En fait, souvent, quand on parle d'acceptabilité sociale, il y a l'idée que les gens n'acceptent pas un risque ou quelque chose de nouveau, hein, par exemple un aéroport, hein, un nouvel aéroport ou une technologie comme une nouvelle technique comme les OGM, mais qu'on va étudier et cette acceptabilité ou cette non-acceptabilité, puis qu'on va finalement sans doute les aider, on va pouvoir faire une sorte d'ingénierie sociale et les inviter à changer d'avis. Donc typiquement, c'est pour ça que moi je ne m'intéresse pas à ce concept, même si je sais que certains chercheurs ne l'utilisent pas de cette façon. Je préfère me poser la question en tant que socio-anthropologue, et c'est ce que j'ai fait par exemple avec ma collègue japonaise Reiko Hasegawa, lorsqu'on est allé à Fukushima, me poser la question de comprendre le sens que les personnes donnent à cette appréhension d'un risque concret pour eux et pourquoi ils acceptent ou ils n'acceptent pas ce risque. Et typiquement, nous, on a posé la question à des habitants, alors soit des habitants qui ne revenaient pas dans des territoires contaminés, soit des habitants qui avaient quitté des territoires qui étaient considérés par le gouvernement comme pas très contaminés, donc en dessous d'un seuil
et donc permettant du point de vue du gouvernement de vivre dans ce territoire. Donc ces gens qui se sont auto-évacués, par exemple. Et donc on s'intéresse dans ces cas-là à ces personnes, à la façon dont elles appréhendent le risque. Et finalement, voilà, c'est au-delà de la notion d'acceptabilité du risque. Je pense que c'est au-delà. Et dans ces rencontres que tu as fait toutes ces années au Japon, est-ce que tu as pu mesurer justement l'évolution du regard des personnes, soit qui ont été évacuées ou qui se sont évacuées volontairement, entre peut-être une position neutre par rapport à l'existence de cette centrale, à aujourd'hui une peur ou plus de questionnement? Comment ça a cheminé finalement dans les esprits? Alors initialement, il faut bien dire qu'il y a eu quand même une immense surprise de la part, une sidération de la part des personnes, parce que comme ils me l'ont tous dit, eux, ils avaient vraiment cette idée que ça ne pouvait pas arriver. Donc en fait, rien n'était fait pour, et rien n'était fait pour se préparer à cet accident. Et donc du coup, ça a été vraiment, voilà, la sidération totale. Et après, après vis-à-vis de donc déjà, il y a des personnes qui sont retournées, mais certaines, dans celles qui sont pas retournées, dans quelques années après l'accident, elles disaient encore, mais je considère qu'il y a encore un risque pour moi. Voilà, j'ai pas envie d'être près de cette centrale. Il y a encore, comme on le sait, en fait, pendant 2-3 ans, finalement, la centrale était encore dans un état qui pouvait inquiéter les personnes qui habitaient autour. Donc après, sur le long terme, puisqu'on y est allé pendant 6 ans, si je calcule bien, 6-7 ans, il y a des personnes qui ont évolué, qui ont accepté de rentrer, et puis d'autres personnes qui ont dit non, moi je ne retournerai pas à Fukushima. Et notamment parce que, et là je trouve que c'était intéressant de comprendre comment les personnes formulaient le risque. Du côté des gouvernants, l'idée c'était qu'il y avait une bonne façon d'avoir peur du risque. C'est-à-dire d'appréhender le risque radiologique, donc le risque lié à la contamination radioactive qui subsistait. Et les gens disaient il faut avoir peur. Alors certains gouvernants et ces experts nous disaient il faudrait que les gens aient peur du risque correctement. Correctement, ça veut dire comme nous on a c'est-à-dire un peu peur, mais pas si peur que ça, puisqu'on accepte de retourner et moyennant quelques pratiques, en faisant attention, en mesurant, etc. Eh bien, on va accepter de vivre avec ce risque. Mais moi, je me souviendrai toujours d'une mère qui m'a dit, voilà, un expert m'a dit, mais enfin, c'est un tout petit risque. C'est un risque. Alors, il a voulu probabiliser justement. C'est peut-être un risque de 1%. Que votre enfant, puisqu'elle parlait de ses enfants, que votre enfant ait un cancer plus tard qui pourrait être dû à cette contamination radioactive. Et elle m'a dit, je lui ai répondu, écoutez monsieur, si j'avais un pistolet avec 100 trous et une seule balle, je le donnerais pas à mon fils pour jouer à la roulette russe. Donc ce 1% qui paraissait minuscule et jouable pour un expert du côté des, n'était ni ridicule ni jouable évidemment pour cette mère de famille. Voilà. Ça montre que ces notions de probabilisation du risque, elles sont perçues de façon extrêmement différente selon les personnes. Oui, une perception différente selon les personnes, et puis aussi en le lisant dans ce livre, j'ai été aussi effarée par ce constat, c'est que le seuil de risque acceptable, c'est aussi une définition très contextuelle, très circonstanciée, puisque elle explique alors j'ai pas de chiffres en tête, mais imaginons que le seuil tolérable pour une personne lambda d'exposition soit à 1. Eh bien, suite à l'accident de Fukushima, pour permettre à certaines personnes de rentrer habiter chez elles, le seuil acceptable, il est passé à 10. Et donc, elle dit dans le livre, imaginons qu'un petit enfant japonais, son seuil d'exposition acceptable, c'est le même que un ingénieur ou un technicien, un opérateur qui travaille au quotidien en France dans une centrale nucléaire. Donc cette question de seuil aussi, elle m'a paru extrêmement problématique, parce que ce qui est acceptable un jour, le lendemain, le devient tout simplement.
Oui, tout à fait. Alors là, elle parle effectivement de quelque chose de tout à fait juste. La Commission internationale de protection radiologique donc a établi des pratiques en disant voilà, en temps normal, je caricature un peu, mais en temps normal, c'est 1 millisievert, hein, le seuil de radioactivité pour un humain. Et puis au moment d'un accident, on peut remonter ce seuil. On l'a remonté en fait au Japon. Les Japonais ont choisi de le remonter à 20 millisieverts. Donc ils ont dit, bah voilà, tant qu'on reste en dessous des 20 millisieverts, on n'évacue pas les territoires. Et puis après ils ont fait des manœuvres des opérations de décontamination. Et puis ils ont dit, voilà, quand on redescend en dessous du seuil de 20 millisieverts, on dit aux gens qui doivent revenir, enfin qui peuvent revenir, doivent revenir, puisque s'ils ne reviennent pas, de toute façon, ils ne touchent plus les compensations qu'ils touchaient. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant. Là aussi, avec mes collègues, on a étudié finalement la contestation de ce seuil. C'est-à-dire qu'il y a eu une contestation à différents niveaux, par les habitants, par des associatifs, mais aussi même simplement par la commission parlementaire qui a été mise en place juste après l'accident et qui a été très critique sur finalement le seuil choisi. Et effectivement aussi, je dois dire que même à l'intérieur du gouvernement, ce seuil n'a pas fait l'unanimité et on a vu en boucle les images de Toshizo Kozako, qui était le conseiller spécial en radioprotection du gouvernement, qui a démissionné en pleurant de son poste en disant voilà, moi je peux pas accepter ce seuil parce que c'est un expert en radioprotection, on lui a plus ou moins imposé ce seuil. Il a dit je ne l'accepte pas parce que je considère qu'il est trop élevé pour les enfants. Et plusieurs associations, et par exemple Greenpeace Japan, Friends of the Earth, et aussi le rapporteur spécial de l'ONU, à l'époque Anand Groover, ont dénoncé ce seuil comme étant trop élevé. Oui. Effectivement. Donc, parce que, comme ils l'ont dit et comme ça a été beaucoup dit, 20 millisieverts, c'est effectivement, comme tu l'as signalé tout à l'heure, c'est le seuil qu'on a pour un travailleur du nucléaire en France et dans beaucoup de pays. Mais bon, un travailleur du nucléaire, il est surveillé, il accepte même si accepter, là aussi je mettrais beaucoup de guillemets, mais en tout cas c'est un travailleur et c'est un adulte aussi, donc voilà, c'est pas la même chose. Absolument. Je voudrais qu'on évoque en quelques mots, parce que ça me paraît extrêmement important, la géographie du risque. Alors qu'est-ce que je mets derrière cette belle expression? Il y a une question qui est posée, la notion de risque serait-elle à géométrie variable? J'ai l'impression que oui. Ouais. Et c'est tout l'enjeu, justement, c'est tout l'intérêt aussi de cette question. Par géographie du risque, j'entends le risque, il est dans la centrale nucléaire ou autour en cas d'accident. Et puis, il y a un endroit qui semble évacuer de la problématique du risque, ce sont les mines d'uranium. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse et je l'avais partagé sur Instagram. Je suis en train de lire l'uranium africain, un problème global de Gabrielle Hecht. Je sais que tu connais bien les travaux de Gabrielle Hecht. Et elle explique un truc de passionnant, c'est que dans toute l'histoire nucléaire, donc qui a démarré autour du nucléaire militaire évidemment, eh bien, elle utilise le concept de nucléarité, que je vais te demander de nous expliquer, et qui a fait en sorte que finalement les mines d'uranium, donc là où travaillent des gens dans des conditions que l'on connaît ou qu'on peut imaginer, eh bien, ne font pas partie du monde du nucléaire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce concept ? Effectivement. Alors, c'est un concept absolument fabuleux, oui, donc forgé par Gabrielle Hecht. En fait, par nucléarité, elle montre qu'il ne suffit pas d'être radioactif pour avoir ce qualificatif de nucléarité. Donc pendant longtemps, effectivement, des mines d'uranium donc en Afrique noire étaient exclues de cette notion de nucléaire. Donc du coup, en termes notamment de surveillance radiologique, les mineurs n'avaient pas par exemple de dosimètre permettant de mesurer la radioactivité qu'ils prenaient en faisant ce travail. Il y a aussi, alors après c'est assez pointu, il y a aussi le fait que pendant longtemps on a regardé que les radiations dites externes, c'est-à-dire la radioactivité que vous absorbez comme ça par la peau, et pas la radioactivité interne qui est beaucoup plus, sans doute beaucoup plus importante,
le radon, c'est-à-dire le gaz qui existe dans les mines. Et du coup, ce que montre Gabriel Hege, c'est finalement les processus d'invisibilisation du risque. C'est-à-dire que un risque aussi intangible et aussi évidemment non perceptible que le risque radiologique, s'il n'y a pas l'équipement et les infrastructures pour l'appréhender, on ne le verra pas. Il faut des dosimètres, il faut des gens pour s'occuper de ces dosimètres, il faut des bases de données pour regarder qui a été exposé à quoi, il faut des registres de cancer pour regarder s'il y a un lien. Bon, si vous n'avez pas tout ça, et évidemment il n'y avait pas tout ça dans les mines d'uranium, eh bien du coup quand plus tard certaines personnes ont eu un cancer, on pouvait leur dire écoutez, peut-être que ce cancer c'est parce que vous avez fumé ou bu, et du coup on peut pas. Le cancer dû au risque radiologique n'est pas un cancer qui est signé, comme disent les radiobiologistes. C'est-à-dire que c'est un cancer, un point, c'est tout. On ne peut pas savoir, pourquoi vous l'avez eu. Et donc du coup, c'est très facile, du coup, de se défausser en disant, non, pourquoi ce serait dû justement à la radioactivité. Donc voilà, je trouve que ce concept, effectivement, il est magistral et très utile pour comprendre ces processus d'invisibilisation. Ouais. Et ce mot invisibilisation est important parce que c'est l'invisibilisation du risque, et c'est aussi le fait que la question des mines ne soit pas évoquée, ce qui a permis, alors là je donne mon avis, je te demande pas de réagir à ça, mais lorsque le président Macron, le 8 décembre, toujours au Creusot, explique que la France est souveraine et sur l'ensemble de la filière du nucléaire, bien d'un coup il invisibilise aussi le fait que l'uranium qui est utilisé, qui est enrichi pour une utilisation que ce soit militaire ou civile en France, vient d'autres pays, alors notamment le Niger, mais il y a aussi d'autres endroits, le Kazakhstan, je crois, etc. Et donc Canada, ouais. Voilà, le Canada également. Donc d'un coup, ça permet de remettre aussi en question des éléments de langage liés à la souveraineté des États nucléaires. Voilà. Effectivement. C'est vrai. Il est 48. Je voudrais qu'on évoque quelques points complémentaires, peut-être sur ton retour d'expérience sur le suivi de l'après Fukushima. J'ai pu télécharger des présentations que tu avais pu faire en 2018 et 2019, je crois. Et il y a une des questions qui était posée qui disait la propension des autorités à vouloir rassurer absolument les populations. Tu poses la question, ou la question a été posée par les équipes de recherche, est-ce que c'est éthique finalement de vouloir à tout prix rassurer? Et c'est vrai que c'était une des dimensions du programme de recherche, c'est aussi l'éthique dans tout ça, dans l'après Fukushima. Oui, alors effectivement, ça c'est une question très importante, c'est cette question de rassurer à tout prix. En fait, on voit que les gouvernants, leur première réaction après l'accident de Fukushima, c'est effectivement d'envoyer des experts sur place qui vont être rassurants. Alors le plus connu, c'est Tsushima Yamashita qui a dit, donc ça fait un peu le tour des réseaux sociaux là aussi, qui a dit un mois après la catastrophe, les radiations n'atteignent pas ceux qui gardent le sourire. Bon, d'un point de vue scientifique, c'est quand même un peu bizarre. Après, je fais une petite parenthèse. Il faut reconnaître que c'est extrêmement difficile pour un expert de se retrouver comme ça, qui était dans son bureau bien tranquille, à calculer des risques, etc., de se retrouver balancé devant des gens, bien sûr, complètement bouleversés par l'accident, etc. Et lui, d'après un de ses amis que j'ai interviewé, a fait ça en toute bonne foi. Bon, moi, je veux bien le croire. En même temps, il faut reconnaître que quand même le rassurisme des autorités japonaises a été quand même quelque chose qui a duré, hein, et qui est tout à fait discutable. Et donc, je me suis posé la question. Effectivement, j'ai posé la question, en tout cas, aux experts que j'ai interviewés, sur ce que j'ai appelé le domaine de validité de la réassurance, parce que certains me parlaient de panique, ils disaient oui, mais pour pas que les gens paniquent, on a été obligé. Bon, en fait, on sait bien que le phénomène de panique n'est pas si courant que ça. Donc ça, c'est un peu, c'est plutôt les élites qui ont tendance à paniquer que les gens. Les élites paniquent que les gens paniquent, plus exactement. Et donc voilà, c'est sûrement pas vraiment recevable. Et cette propension à rassurer, évidemment, mène quand même à une perte de confiance.
amené à une perte de confiance parce que lorsque les habitants se sont un peu renseignés, ils se sont rendus compte qu'il y avait des évaluations du risque tout à fait différentes de celles qui étaient proposées par le gouvernement japonais, plus précautionneuses ou plus plus alarmistes ou plus précautionneuses. Là, justement, je laisse la question ouverte. Moi, j'irais plutôt plus précautionneuse. Et donc, du coup, se sont rendus compte que ils avaient sans doute été rassurés. Parce que le gouvernement voulait quand même minimiser les conséquences de la catastrophe dans le discours qu'il avait. Ouais. Une question aussi que ça m'a soulevé de lire un peu la présentation là que tu avais pu faire, c'est en fait le calcul du risque, comme tu le dis, ça peut être très hors sol, en restant très mathématique. Voilà, on a sa matrice et hop, on a son chiffre, sa proba qui sort et basta. Est-ce que on n'a pas une nécessité absolue justement que les sciences sociales soient vraiment prises en compte dans la façon dont on conçoit, dont on pense le risque dans ces industries, justement, où lorsqu'il y a un accident, même s'il est censé être impossible, les impacts sociaux et environnementaux sont tels qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une approche uniquement science dure en quelque sorte. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as entendu? Oui, alors moi il me semble que de toute façon, c'est cette commensurabilité des risques, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire l'idée qu'on va comparer les risques, qu'on va dire alors je vais mettre d'un côté le risque d'attraper un cancer et de l'autre côté je vais mettre le risque de perdre mon emploi. Bon, cette commensurabilité des risques, elle ne fonctionne pas du tout pour tout le monde et elle est complètement inacceptable pour certains, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et donc, l'idée de vouloir à tout prix monétariser le risque et surtout le mettre en équation, je pense que c'est questionnable en tant que tel. Par exemple, j'ai vu des études anglaises qui ont dit finalement les évacuations n'ont permis de sauver que sur les vies des humains qui ont évacué, n'ont permis de sauver que 6 jours de vie supplémentaires. Alors déjà, on aimerait savoir quels sont les phénomènes de traduction, de calcul pour arriver à ça, mais en plus, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est 6 jours en moyenne. Mais d'un côté, il y a des personnes qui seront mortes et d'autre côté, il y a des personnes qui n'auront rien. Donc, vous faites un gros paquet de tout ça, puis vous dites en moyenne, ça fait 6 jours. Mais quel sens ça a moi, je pose la question, quel sens sociologique, quel sens politique ça a de présenter les choses comme ça? Personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens. Voilà. En tout cas, pour les habitants que j'ai interviewés, cette façon de voir les choses n'avait aucun sens. Et surtout, pour des parents inquiets, la question, c'est de se dire si je reste là et que mon enfant a un cancer, je me le pardonnerai pas. Donc voilà, ça aussi, ce sont des choses qu'on a entendues. Donc on est à des années-lumière de cette probabilisation des risques. Ouais. Voilà. Pour finir, je voudrais évoquer les propos de Chantal Jouanneau, qui est la présidente de la Commission nationale du débat public, parce que pour finalement reboucler, risque, acceptabilité ou pas, démocratie, la voix des concernés. Et elle disait il y a quelques semaines, à l'occasion de la présentation d'un rapport, du premier rapport mondial sur les déchets nucléaires, que en France, il y a encore eu un débat public l'année passée en lien avec le nucléaire et en fait n'a réuni que quelques milliers de personnes. Et elle disait OK, on veut faire du débat public, mais tel qu'il est conçu, tel qu'il est présenté, on voudrait que les gens ne s'y intéressent pas, qu'on ne ferait pas autrement en quelque sorte. Avec tout toi ce travail, ta connaissance du circuit du nucléaire en France que tu as pu étudier au Japon. C'est quoi les pistes en fait pour rendre la question du nucléaire au peuple? Allez. Waouh, c'est la petite question facile comme ça, juste avant Noël, effectivement. Voilà, ce qui est très clair, c'est que ce qui est important quand il y a un débat public, ce sont les gens qui sont des spécialistes de la participation qui le diront.
c'est le cadrage de la question. Quelle est la question qu'on pose? Souvent, lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on dit qu'on fait des processus participatifs, et c'est le cas notamment après l'accident nucléaire, on pose des questions sur des choses, des modalités de mise en œuvre très précises, des choses assez, je dirais, pas triviales et anodines, mais en tout cas, une fois que les grandes options ont été prises, et notamment par exemple, après l'accident nucléaire, il y a les grandes options qui ont été prises par le gouvernement japonais, c'est-à-dire décontamination et reconquête des territoires, n'ont pas été débattues par les gens. On leur a dit voilà, on va décontaminer et puis après vous retournerez dans les territoires, on va reconquérir les territoires. Ça marche. Ça convient très bien à une partie de la population. Mais il y a toute une partie de la population à qui ça ne convenait pas, qui ont dit mais cet argent colossal qui a été investi dans la décontamination aurait pu être investi ailleurs, par exemple pour permettre aux personnes de reconstruire leur maison ailleurs. Certains géographes avaient même pensé à des transplantations entières de villages afin de préserver le caractère communautaire dans des endroits, d'autres endroits du Japon, loin de la contamination de Fukushima. Mais ça, c'est pas à ce niveau-là qu'on a proposé aux gens de décider. On leur a proposé souvent des décisions sur la date de la levée d'ordre d'évacuation. Donc, vous voyez, des choses quand même qui sont autrement plus limitées. Donc, pour moi, c'est ça, la vraie question, c'est le cadrage de la question. Voilà. Ouais, pour dire les choses rapidement. Est-ce que on est prêt à mettre dans le débat ou pas, quoi? Ouais. Exactement. Quelle est la question qu'on pose et qui pose la question, et est-ce que les citoyens ont le droit de participer à la formulation même de la question qu'ils trouvent pertinente de poser. Ouais. Et ben après la convention citoyenne sur le climat de 2021, convention citoyenne sur le nucléaire pour pour savoir si on va dans le chemin de la programmation pluriannuelle de l'énergie avec les EPR ou si c'est une PPE sans EPR, pourquoi pas. Pour les quelques dernières secondes qui nous restent, je voulais d'abord te remercier encore, Christine. Merci à toi. C'est passionnant. Je vous invite vraiment à lire ce bouquin, Le nucléaire. C'est vrai. Et parce que j'étais contente en plus que tu me dises que déjà que tu l'avais pas lu et qu'en plus il y avait certains angles qui venaient aussi enrichir. J'ai appris des choses. J'ai appris des choses, notamment sur la centrale basque. C'est ça, là, j'ai vraiment appris des choses. Oui. Ouais, la centrale de Les Moïse. Et donc, quelques dernières secondes pour citer tes recommandations à lire, à écrire, à lire, à voir, à écouter. Alors, à lire, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. J'adore je trouve ce livre passionnant. La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée, de Cécile Topsouk, qui est une historienne et sociologue. Et d'ailleurs, que la Parisienne libérée cite dans son livre. Tout à fait, elle l'interviewe dans son livre, tout à fait. Ouais. Après, à écouter, j'ai beaucoup aimé le podcast Le Nuage de Fleur Gore, Natacha Gallois et Zoé Gabillet. C'est un podcast formidablement passionnant sur un accident nucléaire. Je ne sais pas si je voulais bien c'est bon, voilà. Et c'est Emmanuelle Devos qui joue le rôle d'une directrice de centrale de façon formidable. Voilà. J'aurais aimé citer La Bombe, la BD, mais tu en as déjà parlé, et puis je pense que maintenant, voilà, c'est formidable et tout le monde va l'offrir pour Noël. Mais j'ai adoré aussi ce livre. Et puis à voir, Vivre dans la peur de Kurosawa. Voilà, l'histoire d'un grand-père et père de famille qui a peur de la bombe atomique. Et ça, je trouve ce film magnifique. Ben, je ne l'ai pas vu, j'irai le regarder. Je vous mets les références dans la description de cette IGTV pour son replay. Merci beaucoup, Christine. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de rester en contact. Et bonne continuation à toi. Merci.